Une bouteille explose, le champagne gicle, verre qui tranche ma paume. Il est arrêté, menottes froides autour des poignets. Trahison familiale, 45 ans d'amour vendus pour 8,3 millions. 3 veuves mortes. Je souris, mais il ignore encore le secret que je garde. Et qui ruinera tout. Un homme arrêté à Lyon pour tentative d'assassinat sur une veuve fortunée. Les mots du présentateur du journal télévisé me transpercèrent comme une lame glacée. Et puis son visage apparut à l'écran. Cédric, mon fils, mon petit garçon que j'avais élevé seul pendant 30 ans après la mort de son père. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Je m'effondrais sur le canapé en velours usé de mon petit appartement haussmannien dans le 3e arrondissement de Lyon. Le même canapé où j'avais bercé Cédric quand il faisait des cauchemars. Le même où je l'aidais à faire ses devoirs en rentrant de mes journées de couture. Parce que ce que personne ne savait, ce que même mon propre fils ignorait, c'est que pendant 45 ans, j'avais économisé chaque centime pour lui offrir la meilleure vie possible. Et maintenant, j'allais utiliser ces mêmes économies pour l'empêcher de commettre un meurtre. Je m'appelle Geneviève Moreau, j'ai 69 ans. Et voici l'histoire de comment une simple couturière de banlieue a sauvé une vie en détruisant la sienne. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt, un mardi matin ensoleillé de novembre 2024. J'étais à la boulangerie du Toit, celle du coin de la rue Sainte-Catherine, pour acheter ma baguette quotidienne et quelques croissants. L'odeur chaude du pain fraîchement cuit se mêlait au parfum du café qui s'échappait du bistrot d'à côté. Une matinée normale, comme toutes les autres depuis ma retraite. Je suis si heureuse que vous soyez là pour m'écouter. Savez-vous, quand j'ai décidé de raconter cette histoire, je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Si vous aussi avez déjà vécu quelque chose de semblable dans votre famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, mettez un like à cette vidéo. Pendant que je continue mon récit, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait énormément. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand Madame Dumont, notre voisine bavarde, s'est approchée de moi avec ce sourire en coin qu'elle avait toujours quand elle portait des commérages. « Geneviève ?» me dit-elle en ajustant son foulard Hermès, celui qu'elle portait toujours pour impressionner. « J'ai vu votre Cédric hier après-midi sortant d'un hôtel particulier dans le Vieux-Lyon, avec une dame bien plus âgée. J'ai d'abord pensé que c'était vous, mais non, cette femme avait les cheveux argent et portait un manteau de vison qui devait coûter plus cher que ma voiture. » Je ris, complètement déconcertée. « Cédric ? Mon Cédric ? Mais enfin, Madame Dumont, il est marié à Léa depuis 15 ans. Il travaille dans les assurances. C'était sûrement une cliente âgée. » Mais Madame Dumont secoua la tête, ses boucles permanentées dansant autour de son visage. « Non, non, ma chère, je les ai vus s'embrasser. Pas comme on embrasse une cliente, croyez-moi. Et cette femme, elle le regardait avec des yeux de jeune fille amoureuse. C'était presque gênant à voir. Le pain chaud que je tenais entre mes mains devint soudain lourd comme du plomb. Une sensation de froid remonta le long de ma colonne vertébrale, et pour la première fois depuis des années, j'eus l'impression que le sol n'était plus stable sous mes pieds. « Vous êtes sûr que c'était Cédric ?» demandai-je, ma voix tremblant malgré moi. « Certaine. Même profil, même démarche, même façon de passer la main dans ses cheveux quand il réfléchit. Vous savez, ce petit geste qu'il fait depuis qu'il est enfant. Ce soir-là, allongé dans mon lit au drap en coton fleuri que j'avais cousu moi-même, je n'arrivais pas à dormir. Les mots de Madame Dumont tournaient en boucle dans ma tête. Cédric, mon petit garçon, l'enfant pour qui j'avais renoncé à me remarier après la mort de François. L'adolescent pour qui j'avais travaillé 6 jours sur 7, cousant des robes de mariée jusqu'à 3 heures du matin pour payer ses études. Dans la pénombre de ma chambre, je regardais la photo de nous deux sur ma table de nuit. Cédric a 8 ans, serrant fort ma main le jour de l'enterrement de son père. Ses grands yeux bruns pleins de larmes, me demandant si papa allait revenir. « Non, mon cœur, lui avais-je dit, mais maman sera toujours là, toujours. » Les jours suivants, j'observais Cédric avec des yeux nouveaux. Ses visites dominicales, autrefois source de joie, devenaient des sessions d'interrogatoire discrets. Je notais les détails qui m'avaient échappé. Ses vêtements plus élégants, cette montre en or qui brillait à son poignet, une montre que je ne lui avais jamais vue, et surtout ce parfum féminin subtil qui flottait parfois autour de lui. « Tu travailles beaucoup ces temps-ci » lui demandai-je un dimanche, en servant le coq au vin que je préparais religieusement chaque semaine.
Oh oui, maman. De nouveaux clients. Des dossiers complexes. Tu sais ce que c'est, le monde de l'assurance. Mais ses yeux évitaient les miens. Et quand son téléphone vibrait, ce qui arrivait constamment, il quittait la table pour répondre dans le couloir, parlant à voix basse avec quelqu'un qui semblait le faire sourire d'une manière que je ne lui avais plus vue depuis longtemps. Léa, sa femme, paraissait fatiguée, distante. Cédric rentre de plus en plus tard, me confia-t-elle un jour où elle était venue seule avec les enfants. Il dit que c'est le travail, mais... Elle haussa les épaules, laissant sa phrase en suspens. C'est là que je pris une décision qui allait changer ma vie à jamais. Le lundi suivant, je retirai 1200 de mon livret de caisse d'épargne, des économies que je gardais pour les urgences, et je me rendis au cabinet de Maître Morel, détective privé, dont j'avais trouvé l'adresse dans les pages jaunes. Son bureau sentait le tabac froid et le café réchauffé. Maître Morel était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu trop de familles se déchirer. « Madame Moreau, me dit-il après que j'eus expliqué ma situation, vous comprenez que ce type d'enquête peut révéler des choses douloureuses. Monsieur Morel, répondis-je en posant l'enveloppe avec l'argent sur son bureau. J'ai perdu mon mari quand j'avais 38 ans. J'ai élevé mon fils seul, travaillant jour et nuit pour qu'il ne manque de rien. S'il me trompe avec sa femme, c'est douloureux, mais je survivrai. Mais s'il fait quelque chose d'illégal, alors j'ai le droit de savoir. 2 semaines plus tard, Maître Morel m'appela. Sa voix était grave, presque inquiète. « Madame Moreau, pouvez-vous passer au bureau? J'ai des informations importantes à vous communiquer. » Le dossier qu'il posa devant moi contenait des photos qui me glacèrent le sang. Cédric, élégamment vêtu, tenant la main d'une dame aux cheveux argentés devant les boutiques de luxe de la rue de la République. Cédric l'embrassant passionnément devant l'entrée d'un restaurant étoilé. Cédric entrant dans un immeuble bourgeois du 6e arrondissement avec un bouquet de fleurs à la main. « Elle s'appelle Hortense Delacour », expliqua Maître Morel. Veuve de René Delacour, ancien directeur du Crédit Lyonnais. Patrimoine estimé à 4,8 millions d'euros. Propriétaire de 3 appartements dans Lyon et d'une maison de campagne en Provence. Ma gorge se serra. Et mon fils? Madame Moreau, je dois vous dire quelque chose de très grave. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Votre fils ne se contente pas de tromper sa femme. Il soupira profondément. Il a accès aux médicaments de Madame Delacour. Et nos investigations montrent qu'il augmente progressivement les doses de digoxine qu'elle prend pour son cœur. Le monde s'effondra autour de moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je pense que votre fils prépare l'assassinat de Madame Delacour. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un coup de tonnerre. Mon Cédric, mon petit garçon, l'enfant qui pleurait quand il écrasait accidentellement une fourmi, l'adolescent qui m'apportait des fleurs du marché de Croix-Rousse tous les dimanches. Mais le pire restait à venir. Madame Moreau, il y a autre chose, continua Maître Morel, ouvrant un second dossier plus épais. Nous avons réussi à placer un micro dans l'appartement de Madame Delacour. Avec son autorisation, bien sûr, elle commençait elle-même à avoir des soupçons. Il sortit un petit enregistreur digital et appuya sur play. La voix de mon fils emplit le bureau, claire et reconnaissable. « Ma chérie Hortense, tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Mais il faut qu'on soit patient. Ma femme, elle ne comprendra jamais notre amour. Il faut attendre le bon moment. » Puis la voix d'une femme âgée, tremblante d'émotion. « Cédric, mon amour, j'ai parfois si peur que tu changes d'avis. À mon âge, on ne retrouve plus l'amour. Jamais, ma belle, tu es la femme de ma vie. D'ailleurs, j'ai pensé, tes médicaments pour le cœur, tu ne trouves pas qu'une pilule par jour c'est insuffisant? Ton cardiologue est peut-être trop prudent. Moi, dans les assurances, je vois beaucoup de dossiers médicaux. Les gens de ton âge prennent souvent 2-3 comprimés de digoxine par jour. Mon estomac se contracta violemment. Une vague de nausées me submergea et je dus m'accrocher au bureau pour ne pas tomber. Il lui conseille d'augmenter ses médicaments? Murmumai-je, ma voix à peine audible. Écoutez la suite. Tu crois vraiment, mon chéri? Mais le docteur Martel m'a dit... Écoute, ma belle, les médecins sont parfois trop conservateurs. Moi, je m'inquiète pour toi. Hier soir, ton rythme cardiaque n'était pas régulier. Et si quelque chose t'arrivait, je ne me le pardonnerai jamais. Prends-en 2 ce matin, d'accord? Pour moi, la tendresse simulée dans sa voix me donna envie de vomir. Cette douceur empoisonnée, cette sollicitude calculée, comment avais-je pu élever un tel monstre? Il y a pire, dit Maître Morel en arrêtant l'enregistrement. Nous avons filmé votre fils la semaine dernière. Regardez.
Sur l'écran de son ordinateur apparut une vidéo en noir et blanc. On voyait Cédric dans ce qui semblait être la cuisine de Madame Delacour, tard le soir. Il ouvrait un flacon de médicaments, versait des comprimés dans sa main, les broyait avec le dos d'une cuillère, puis mélangeait la poudre dans un verre de lait. Mes mains se mirent à trembler incontrôlablement. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il triple la dose recommandée, peut-être plus. À ce rythme, Madame Delacour aura un arrêt cardiaque dans les 2 semaines. Je fondis en larmes. Des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de mon être. 40 ans de sacrifice, de nuits blanches, d'amour inconditionnel, pour en arriver là. Madame Moreau, dit doucement le détective, il y a encore autre chose que vous devez savoir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être pire? Il sortit une chemise contenant des photocopies de documents bancaires. Nous avons découvert que votre fils a déjà accès au compte principal de Madame Delacour. Regardez ces virements. Les pages étalées devant moi montraient une série de transferts. 15 dollars. 000, 12 octobre 2024, travaux urgents, appartement. 8000, 18 octobre 2024, réparation voiture. 12 000, 25 octobre 2024, frais médicaux spécialisés. 20 000, 2 novembre 2024, investissement placement sûr. Au total, continua Maître Morel, 55 000 détournés en 3 semaines. Tous avec de fausses factures que nous avons vérifiées. Mais comment a-t-il réussi? Il lui a fait signer une procuration. En lui expliquant que c'était pour l'aider à gérer ses finances, puisqu'elle vieillit, une technique classique d'escroquerie sentimentale, mais menée de main de maître. Ma tête tournait. Je revoyais Cédric à 15 ans, quand je l'avais surpris en train de voler de l'argent dans mon porte-monnaie. C'est juste pour acheter un cadeau à maman pour son anniversaire, avait-il menti avec une sincérité désarmante. J'avais cru ses larmes, ses excuses. Plus jamais, je promets, maman, plus jamais. Quelle cruelle ironie. Madame Moreau, nous devons agir vite, dit le détective en rassemblant les documents. D'après nos observations, votre fils accélère le processus. Hier, il a suggéré à Madame Delacour de modifier son testament pour éviter les complications fiscales à ses héritiers. Elle a rendez-vous chez le notaire demain. Demain, ma voix se brisa. Il lui a expliqué qu'avec les nouvelles lois, ses neveux, ses seuls héritiers actuels, perdraient beaucoup d'argent en droits de succession. Alors que si elle épousait un homme plus jeune et en meilleure santé, il laissa sa phrase en suspens. Il veut l'épouser, bigamie. Un mariage civil rapide, suivi quelques jours plus tard d'un tragique accident cardiaque. Votre fils hériterait de tout. 4,8 millions d'euros, Madame Moreau, sans compter les biens immobiliers. Je fermai les yeux, essayant de respirer. L'air du bureau semblait soudain irrespirable, chargé d'une odeur de mort et de trahison. Que dois-je faire? Nous avons 2 options. Première option, j'alerte directement la police avec toutes nos preuves. Votre fils sera arrêté, mais il y aura peut-être des vices de procédure. Nos enregistrements ont été obtenus sans son consentement. Et la deuxième option, vous portez plainte vous-même. En tant que mère, vous avez remarqué des comportements suspects. Vous nous avez engagés pour enquêter sur votre propre fils. Dans ce cas, tous nos éléments deviennent recevables. C'est plus solide juridiquement. Le choix était atroce. Trahir mon fils ou laisser mourir une innocente. Il y a autre chose, ajouta Maître Morel. Madame Delacour m'a confié qu'elle ressentait déjà des symptômes. Palpitations, essoufflement, étourdissement. Elle pense que c'est l'émotion d'être amoureuse. Mais ce sont les premiers signes d'une surdose de digoxine. Dans ma poitrine, quelque chose se brisa définitivement. L'image de Cédric enfant, me promettant d'être toujours un bon garçon, se superposa à celle de l'homme que je venais de voir à l'écran, broyant froidement des comprimés pour empoisonner une vieille dame. Combien de temps lui reste-t-il ? Demandai-je, la gorge serrée. Si elle continue à prendre ses doses, 1 semaine, peut-être 2. Je me levai lentement, mes jambes tremblantes, mais ma décision prise. Monsieur Morel, préparez le dossier complet. Demain matin, j'irai à la gendarmerie. Madame Moreau, vous êtes sûre? C'est votre fils? Justement, répondis-je en ramassant mon sac à main. C'est parce que c'est mon fils que je dois l'empêcher de devenir un assassin. En sortant du bureau, mes jambes faillirent se dérober. Sur le trottoir de la rue Mercière, les passants continuaient leur routine quotidienne, ignorant que le monde d'une mère venait de s'effondrer. Mais quelque chose d'autre grandissait en moi. Une détermination froide, implacable.
Si j'avais échoué à élever un homme honnête, au moins j'empêcherais qu'il devienne un meurtrier. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je poussai la porte en verre de la gendarmerie du 3e arrondissement. Mes mains tremblaient encore, mais ma résolution était inébranlable. Dans mon sac, le dossier complet de Maître Morel pesait comme un boulet. Je voudrais porter plainte contre mon fils pour tentative d'assassinat, annonçai-je à l'agent d'accueil, une jeune femme aux cheveux châtains tirés en chignon strict. Elle leva les yeux de son ordinateur, surprise. « Pardon, madame. Mon fils empoisonne une veuve de 78 ans pour hériter de sa fortune. J'ai les preuves. » 30 minutes plus tard, j'étais assise face au capitaine Bernard Rousseau, un homme d'une 50aine d'années aux yeux gris perçants. Il écouta mon récit sans m'interrompre, prenant des notes méthodiques sur un carnet relié de cuir noir. « Madame Moreau, » dit-il après avoir examiné les photos et écouté les enregistrements, « ces preuves sont accablantes. Mais vous comprenez la gravité de votre démarche? Vous dénoncez votre propre fils. »« Capitaine, » répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « J'ai élevé cet enfant pour qu'il devienne un homme bien, pas un assassin. Si je ne fais rien, Madame de la Cour mourra dans quelques jours, et Cédric aura du sang sur les mains pour le reste de sa vie. » Le capitaine hocha lentement la tête. « Nous allons ouvrir une enquête immédiate. Mais Madame Moreau, vous devez comprendre. À partir de maintenant, vous ne devez rien dire à votre fils. Pas un mot. Pouvez-vous faire ça? » « Oui. Bien. Je vais contacter le juge d'instruction et demander une autorisation de surveillance. En attendant, nous allons placer Madame de la Cour sous protection discrète. » Bomba. 1. La bigamie planifiée. 3 jours plus tard, le capitaine Rousseau m'appela. Sa voix était tendue. « Madame Moreau, pouvez-vous venir immédiatement? Nous avons découvert quelque chose de troublant. » À la gendarmerie, il me fit asseoir dans la même salle d'interrogatoire que la première fois. Sur la table, des documents officiels étalés en éventail. « Votre fils a déjà entamé les démarches pour divorcer de sa femme, » annonça-t-il sans préambule. « Regardez. » Il poussa vers moi une demande de divorce déposée au tribunal de grande instance 3 semaines plus tôt. La signature de Cédric, nette et assurée, dansait au bas de la page. Motif invoqué, incompatibilité d'humeur et divergences irréconciliables. Il demande la garde alternée des enfants et propose un partage équitable des biens. Mon cœur se serra. Et Léa, elle est au courant? D'après nos informations, non. Les papiers n'ont pas encore été signifiés. Votre fils attend quelque chose. Il attend qu'Hortense meure, murmurai-je, la réalité me frappant comme un coup de massue. Exactement, mais ce n'est pas tout. Il sortit un autre document. Votre fils a également fait établir un faux certificat médical par un complice. Selon ce document, il souffre d'une grave dépression depuis la mort de Madame de la Cour. Mort qui n'a pas encore eu lieu, bien sûr. Ce certificat lui permettrait d'hériter en tant qu'époux psychologiquement fragile et de toucher les assurances vie supplémentaires. Je fermai les yeux. Combien d'argent représente tout cela? 4,8 millions d'euros de patrimoine, plus 2 millions d'euros d'assurance vie, plus les biens immobiliers estimés à 1,5 million. Total, 8,3 millions d'euros. La somme me donna le vertige. 8,3 millions d'euros. Pour cette somme, mon fils était prêt à tuer. « Il y a autre chose, » continua le capitaine. « Nous avons identifié son complice. Un certain Mathieu Dubois, faux médecin radié de l'ordre il y a 5 ans pour escroquerie. C'est lui qui fournit les faux certificats et qui supervise l'empoisonnement. » Ma gorge se noua. « Supervise? Votre fils n'agit pas seul, Madame Moreau. Il fait partie d'un réseau spécialisé dans l'escroquerie aux veuves fortunées. Mathieu Dubois choisit les cibles, forme les séducteurs et récupère 30% des gains. Le monde basculait autour de moi. Mon Cédric, mon petit garçon, était devenu un professionnel du crime. Bomba 2. Les autres victimes. « Capitaine, demandai-je d'une voix blanche, combien de femmes ?» Il ouvrit un dossier plus épais. D'après nos premières investigations, au moins 3 autres cas sur les 5 dernières années. Toutes des veuves aisées entre 70 et 85 ans. Toutes mortes d'arrêt cardiaque dans des circonstances suspectes. Il étala 3 photos sur la table. 3 visages souriants de femmes âgées. Marcel Fontaine, 74 ans, décédé en mars 2020. Fortune, 2,1 millions d'euros. Votre fils a hérité comme époux. Simone Berger, 81 ans, décédée en juillet 2022. Fortune, 3,5 millions d'euros. Même scénario. Agnès Morvan, 76 ans, décédée en novembre 2023. Fortune,
1,8 million d'euros. Les photos me transpercèrent le cœur. Ces femmes ressemblaient à Madame de la Cour, seules, vulnérables, cherchant juste un peu d'amour et de compagnie. Mon Dieu, soufflai-je, il les a toutes tuées? Nous le pensons. Chaque fois, le même modus operandi. Séduction, mariage rapide, surdose de médicaments cardiaques, héritage, divorce de l'épouse légitime quelques mois plus tard. Et personne ne s'est douté de rien? Les familles étaient soit inexistantes, soit éloignées. Et votre fils est très doué pour jouer le veuf éploré. Regardez, il me montra des coupures de presse. Photo de Cédric en costume noir, les yeux rougis, serrant la main de policier compatissant. Un homme brisé par la douleur, titrait Le Progrès de Lyon. Il pleurait aux enterrements, continua le capitaine. Il organisait des messes de commémoration. Il envoyait des fleurs sur leur tombe. L'acteur parfait. Une nausée violente me saisit. Je dus courir aux toilettes et vomir tout ce que j'avais dans l'estomac. En me regardant dans le miroir taché au-dessus du lavabo, je ne reconnus pas la femme qui me fixait. Cheveux gris en désordre, visage creusé par la douleur, yeux rougis par les larmes. Comment avais-je pu donner naissance à un tel monstre? Bombe à 3. Le plan imminent. Quand je revins dans la salle, le capitaine Rousseau m'attendait avec un verre d'eau et un air encore plus grave. « Madame Moreau, asseyez-vous. Ce que je vais vous dire maintenant est la raison pour laquelle nous devons agir dans les 48 heures. » Il ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers moi. « Nous avons intercepté les messages de votre fils. Lisez. Sur l'écran, une conversation WhatsApp entre Cédric et Mathieu Dubois. Cédric, hier, 22h15. Tout est prêt pour vendredi. H a signé le testament ce matin. Je suis désormais légataire universel. Mathieu, hier, 22h18. Parfait. Tu as la dose finale? Cédric, hier, 22h20. 5 comprimés broyés dans son thé du soir. Elle ne verra pas le lever du soleil. Mathieu, hier, 22h22. Excellent. Et la Libye? Cédric, hier 22h25. Dîner en famille chez ma mère. Toute la soirée. Elle témoignera que j'étais avec elle quand c'est arrivé. Mathieu, hier 22h27. Ta mère ne se doute de rien? Cédric, hier 22h30. Ma mère? Une vieille couturière qui ne comprend rien à rien. Elle croit encore que je suis son petit ange. Ces derniers mots me frappèrent comme une gifle. Une vieille couturière qui ne comprend rien à rien. 40 ans de sacrifices résumés en une phrase méprisante. « Madame Moreau ?» La voix du capitaine me sembla venir de très loin. « Vendredi » murmurai-je. « C'est demain. »« Oui, dans moins de 24 heures, Madame de la Cour sera morte si nous n'intervenons pas. » Et il voulait que je lui serve d'alibi. Apparemment, vous deviez organiser un dîner familial demain soir. Votre fils comptait s'absenter discrètement, empoisonner Madame de la Cour, puis revenir chez vous. Quand la police découvrirait le corps samedi matin, vous témoigneriez qu'il avait passé toute la soirée avec vous. La perfidie de son plan me coupa le souffle. Non seulement il tuait, mais il me transformait en complice involontaire. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tendre un piège. Vous allez organiser ce dîner exactement comme prévu. Mais cette fois, nous serons là. Caméra cachée, micro, équipe d'intervention prête à intervenir. Et Madame de la Cour? En sécurité. Nous l'avons déjà évacuée discrètement et remplacée par une policière de notre brigade. Elle ressemble beaucoup à Madame de la Cour de dos. Et dans la pénombre, votre fils ne s'apercevra de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'alibi préparé. Le reste de la journée passa dans un brouillard de préparatifs techniques. Des policiers en civil installèrent des caméras miniatures dans mon appartement, dans la suspension au-dessus de la table de la salle à manger. Derrière le cadre photo de Cédric enfant, ironie cruelle. Dans le vase de fleurs artificielles du salon. « Madame Moreau », m'expliqua le technicien, un jeune homme aux cheveux blonds. « Vous devez agir exactement comme d'habitude. Préparez le repas, mettez la table, comportez-vous naturellement, ne regardez jamais directement les caméras. Et quand il partira, nous le suivrons. L'équipe d'intervention sera déjà en place chez Madame de la Cour. Dès qu'il tentera d'administrer le poison, nous interviendrons. » Le capitaine Rousseau posa sa main sur mon épaule. « Madame Moreau, vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Vous sauvez peut-être plusieurs vies. Ce réseau aurait continué à tuer. » Ce soir-là, seul dans ma cuisine, je préparais le coq au vin que Cédric adorait depuis l'enfance. Les mêmes gestes automatiques, les mêmes ingrédients, la même recette que ma mère m'avait transmise. Mais cette fois, c'était un repas d'adieu. En coupant les carottes,
Mes larmes tombaient sur la planche à découper. Des larmes pour le petit garçon qui avait disparu. Des larmes pour les femmes qu'il avait tuées. Des larmes pour la mère que j'avais été et qui n'existait plus. Le téléphone sonna. Cédric. Salut maman. Je confirme pour demain soir. Léa et les enfants seront là vers 19h30. Sa voix était enjouée, détendue. Celle d'un fils aimant organisant un dîner familial. Pas celle d'un assassin préparant son prochain crime. D'accord mon chéri, j'ai fait ton plat préféré. Tu es la meilleure, maman. À demain, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Et c'était vrai. Malgré tout, malgré l'horreur, malgré les crimes, une partie de moi aimait encore l'enfant qu'il avait été. Mais cet amour n'était plus assez fort pour me faire taire. En raccrochant, je regardais une dernière fois la photo de nous deux sur le réfrigérateur. Cédric a 10 ans, me serrant dans ses bras après avoir gagné un concours de mathématiques à l'école. « Maman, quand je serai grand, je te achèterai une grande maison et on sera riche. » Il avait tenu sa promesse. Il allait être riche, au prix du sang. Demain soir, tout se jouerait. Et quel que soit le résultat, plus rien ne serait jamais comme avant. Vendredi soir, 19h30 précise. La sonnette de mon appartement retentit avec sa mélodie familière. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende à travers les murs. Dans l'oreillette invisible que les policiers m'avaient posée, la voix rassurante du capitaine Rousseau murmurait « Tout va bien se passer, Madame Moreau. Nous sommes là. » J'ouvris la porte. Cédric se tenait là, souriant, tenant un bouquet de roses blanches, mes préférées, et une bouteille de champagne, veuve Clicquot. « Bonsoir, maman !» Il m'embrassa sur les 2 joues, cette odeur d'eau de toilette chère flottant autour de lui. J'ai pensé qu'on pourrait fêter quelque chose ce soir. « Fêter quoi, mon chéri ?» demandai-je, essayant de garder ma voix normale. « Oh, tu sais, la vie, la famille, les bonnes nouvelles à venir. » Ses yeux brillaient d'une excitation mal dissimulée. Dans moins de 2 heures, il comptait tuer une femme innocente et hériter de 8,3 millions d'euros. Léa et les enfants arrivèrent quelques minutes plus tard. Léa paraissait fatiguée, préoccupée. Les petits, Emma, 8 ans, et Lucas, 6 ans, se jetèrent dans mes bras avec leur enthousiasme habituel. « Grand-maman, on a faim !» déclara Lucas en grimpant sur mes genoux. « Le dîner arrive, mon trésor. » Pendant le repas, Cédric était d'excellente humeur. Il racontait des anecdotes drôles, faisait rire les enfants, complimentait ma cuisine. L'époux et père parfait. Je l'observais découper sa viande avec des gestes précis, ces mêmes mains qui, dans quelques heures, broieraient des comprimés mortels. « Maman, » dit-il vers 21h15, consultant discrètement sa montre. « Je dois m'absenter un petit moment. Un client d'assurance qui a une urgence. Je reviens dans 1 heure maximum. » « Un vendredi soir ?» s'étonna Léa. « Tu sais ce que c'est, chérie. Les gens riches ont leurs caprices. Mais c'est une grosse police d'assurance, ça vaut le déplacement. » Il m'embrassa sur le front. « Tu gardes Léa et les enfants au chaud, d'accord, maman? Et s'il y a des questions, tu sais que j'étais ici toute la soirée. » Ce dernier regard qu'il me lança était chargé de sous-entendus. Il comptait sur ma complicité aveugle de mère aimante. « Bien sûr, mon chéri. » Dès que la porte se referma, dans mon oreillette, la voix du capitaine « Il vient de partir. Équipe Alpha, suivez le suspect. Équipe Bravo, restez en position chez Madame de la Cour. » Les 45 minutes qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Je jouais avec les enfants, aidais Léa à desservir, mais mon esprit était ailleurs. Quelque part dans Lyon, mon fils se dirigeait vers ce qu'il croyait être son prochain crime. À 22h05, mon téléphone vibra. Message de Cédric. « Tout va bien, maman. Je rentre dans 10 minutes. La vieille dame dort déjà. » Cette émoticône souriante à côté de ce qui était censé être un message de mort me retourna l'estomac. Moment viral. 1. Le retour confident. À 22h15, Cédric poussa la porte de mon appartement. Il rayonnait littéralement. Ses joues étaient rosies par le froid de novembre, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction triomphante. « Alors, cette urgence ?» demanda Léa, installée sur le canapé avec Emma endormie contre elle. « Réglé », annonça-t-il en claquant des mains. « Et même mieux que prévu. Cette cliente, disons qu'elle ne me causera plus aucun souci financier. » Il me fit un clin d'œil complice. Dans sa tête, Madame de la Cour était morte. Il venait de gagner 8,3 millions d'euros. « Maman, tu sers le champagne ? J'ai l'impression qu'on va avoir de très bonnes nouvelles dans les jours qui viennent. » C'est à ce moment-là que 3 coups fermes résonnèrent à ma porte. Cédric fronça les sourcils. « Tu attends quelqu'un ? » « Non, personne.
Les coups se répétèrent, plus insistants. « Police, ouvrez !» Le visage de Cédric se vida de toutes couleurs. Ses yeux passèrent de la confiance absolue à la panique pure en une fraction de seconde. « Qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas, » mentis-je, ma main tremblant sur la poignée. J'ouvris la porte. Le capitaine Rousseau se tenait là, flanqué de 4 policiers en uniforme. Derrière eux, j'aperçus Madame de la Cour, bien vivante, accompagnée d'une femme en civil que je reconnus comme l'inspectrice qui l'avait remplacée. Moment viral. 2. La révélation publique. « Cédric Moreau, » déclara le capitaine en entrant dans mon salon. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'assassinat, escroquerie en bande organisée et bigamie. » Cédric recula, bousculant la table basse. La bouteille de champagne tomba et explosa sur le carrelage. « Il y a erreur. Je ne comprends pas. Nous avons tout enregistré, monsieur Moreau. Votre tentative d'empoisonnement de ce soir. Vos messages avec Mathieu Dubois. Et aussi, le capitaine se tourna vers moi. Les témoignages et preuves fournis par votre mère. » Le regard que Cédric me lança me transperça le cœur. Incompréhension totale, puis trahison, puis haine pure. « Maman, qu'est-ce qu'il raconte ?»« Cédric, dis-je, ma voix se brisant. Je sais pour Marcel Fontaine, pour Simone Berger, pour Agnès Morvan. Et je sais ce que tu as essayé de faire à Madame de la Cour. Tu m'as dénoncé ?» Madame de la Cour s'avança alors, ses cheveux argentés brillant sous la lumière du lustre. « Votre mère m'a sauvé la vie, jeune homme. Grâce à elle, je ne suis pas morte empoisonnée dans mon lit. » Cédric la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Hortense ? Mais comment ? Je ne suis jamais morte, mon cher Cédric. La police m'a remplacée par une de leurs agentes. Pendant que vous croyiez m'empoisonner, j'étais en sécurité au commissariat, regardant tout cela sur un écran. » Moment viral 3. La confrontation finale. Cédric se tourna vers moi, et dans ses yeux, je vis l'enfant blessé qu'il avait été et le monstre qu'il était devenu. 40 ans, siffla-t-il entre ses dents. 40 ans à jouer la mère parfaite, à me dire que tu m'aimais plus que tout, et tu me trahis pour une vieille bonne femme que tu ne connaissais même pas. Je t'ai donné la vie, répondis-je, les larmes coulant librement sur mes joues. Je ne te laisserai pas devenir un assassin. Tu as détruit ma vie. Non, Cédric, tu as détruit la tienne, et celle de 3 femmes innocentes. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets. Léa, qui jusqu'ici était restée figée de stupeur, fondit en larmes. Les enfants, réveillés par le bruit, pleuraient sans comprendre. « Papa ?» Emma tendit ses petits bras vers son père. « Pourquoi les policiers t'emmènent ?» Cédric ne répondit pas. Il me fixait avec une intensité qui me glaça. « J'espère que tu es fière de toi, maman. J'espère que tu pourras dormir la nuit en sachant que tu as envoyé ton propre fils en prison. »« Je dormirai, » répondis-je, avec une fermeté qui me surprit moi-même, en sachant que j'ai empêché que d'autres femmes meurent à cause de toi. Tandis qu'il l'emmenait, Cédric se retourna une dernière fois. « Tu n'es plus ma mère, et tu n'es plus mon fils. » Ces mots résonnèrent dans le silence qui suivit comme une sentence définitive. Épilogue immédiat. 1 heure plus tard, l'appartement était vide. Léa était partie chez ses parents avec les enfants, emmenant juste quelques affaires dans un sac plastique. Madame de la Cour m'avait serré dans ses bras en partant. « Merci », avait-elle murmuré. « Vous êtes la mère la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Le capitaine Rousseau fut le dernier à partir. « Madame Moreau, vous avez fait ce qu'il fallait. Grâce à vous, nous avons arrêté tout le réseau. Mathieu Dubois a été interpellé en même temps. Cette organisation ne fera plus de victimes. » Seul dans mon salon, entouré des débris de verre du champagne que mon fils avait apporté pour célébrer un meurtre, je réalisais que ma vie venait de basculer irrémédiablement. Mais pour la première fois depuis des semaines, je respirais librement. 3 vies avaient été sauvées. Et peut-être, quelque part, l'âme de l'enfant que Cédric avait été pourrait-elle un jour trouver la paix. 6 mois plus tard, juillet 2025. Le soleil de Provence caressait doucement mon visage tandis que j'arrosais les lavandes de mon petit jardin à Gordes. Mes mains, autrefois crispées par l'angoisse, tenaient fermement l'arrosoir en métal argenté. L'air embaumait les herbes de Provence et cette paix que je n'avais plus connue depuis des décennies. Je m'appelle toujours Geneviève Moreau, j'ai toujours 69 ans, mais je ne suis plus la même femme. Avant, j'avais les cheveux gris ternes tirés en chignon serré, des vêtements sombres et usés, des épaules voûtées par le poids de 40 ans de sacrifice. Mon regard fuyait, mes mains tremblaient, ma voix hésitait.
Aujourd'hui, mes cheveux sont coupés en un carré moderne au reflet châtain clair. Je porte une robe d'été en lin blanc et des sandales en cuir souple. Mes épaules sont droites, mon regard direct, et quand je souris, ce qui arrive souvent maintenant, c'est un sourire qui vient du cœur. Le procès s'était tenu en mars 2025 au tribunal de grande instance de Lyon. La salle était bondée de journalistes, de curieux et de familles des victimes précédentes. Cédric était apparu amaigri, le visage fermé, refusant de croiser mon regard. Le procureur avait réclamé 25 ans de réclusion criminelle. L'avocat de Cédric avait plaidé la manipulation psychologique par Mathieu Dubois. Mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements, les documents financiers, les témoignages des proches des victimes décédées. Quand on m'avait appelé à la barre, j'avais parlé d'une voix claire et ferme. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai donné naissance à cet homme il y a 41 ans. Je l'ai élevé seul, je lui ai tout donné. Mais je refuse que l'amour maternel devienne complice du crime. Cédric Moreau doit payer pour ce qu'il a fait. Le verdict était tombé. 18 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat, escroquerie en bande organisée et bigamie. Mathieu Dubois avait écopé de 22 ans comme chef de réseau. Après le procès, Madame Delacour m'avait proposé de venir m'installer dans sa maison de campagne en Provence. « Geneviève, m'avait-elle dit, vous m'avez sauvé la vie. Laissez-moi vous offrir une nouvelle vie en retour. » J'avais d'abord refusé. Puis j'avais compris qu'accepter n'était pas de la charité, mais de la reconnaissance mutuelle entre deux femmes qui avaient survécu à la trahison. Ma nouvelle routine était simple et apaisante. Le matin, je me promenais dans les ruelles pavées de Gordes, saluant les commerçants qui me connaissaient maintenant. Je prenais mon café au bistrot de la place en lisant Le Provençal. L'après-midi, je travaillais au centre d'accueil pour femmes victimes de violences familiales que Madame Delacour avait créé avec une partie de sa fortune. « Votre histoire, m'avait-elle expliqué, montre qu'on peut dire non à la manipulation familiale, même quand ça fait mal. D'autres femmes ont besoin d'entendre ça. » 3 fois par semaine, je rencontrais des femmes de tous âges qui avaient subi violence, chantage affectif ou manipulation financière de la part de leurs proches. Je leur racontais mon histoire, pas pour les choquer, mais pour leur montrer qu'il était possible de choisir la justice plutôt que la complicité silencieuse. « Madame Geneviève, m'avait dit la semaine dernière Sylvie, une femme de 50 ans dont le fils la rackettait depuis des années, comment avez-vous trouvé la force de l'arrêter ? » « Sylvie, lui avais-je répondu, j'ai compris que l'amour véritable, ce n'est pas protéger quelqu'un de ses propres crimes, c'est l'empêcher de devenir pire que ce qu'il est déjà. Le soir, je dînais souvent avec Hortense. Nous nous appelions par nos prénoms maintenant. Elle avait 79 ans, moi 69, et nous étions devenus les meilleurs amis que ni l'une ni l'autre n'avions jamais eus. « Tu sais, me dit-elle hier soir, en sirotant notre tisane de verveine sur la terrasse face aux montagnes du Luberon, je pensais que ma vie était finie après la mort de René. Cédric m'a fait croire que je pouvais encore aimer et être aimée. Au final, c'est toi qui m'as offert le plus beau cadeau, une vraie amitié. Et moi, répondis-je en regardant les étoiles apparaître une à une, j'ai appris qu'on peut recommencer à 69 ans, qu'on peut choisir sa famille. Des nouvelles de Lyon m'arrivèrent parfois. Léa avait demandé le divorce et récupéré la garde exclusive des enfants. Elle avait déménagé à Marseille avec un nouveau compagnon. Emma et Lucas ne me connaissaient plus. Léa avait préféré couper tous les liens avec la famille Moreau. Je respectais sa décision. Ses enfants avaient le droit de grandir sans porter le poids des crimes de leur père. Cédric m'avait écrit une seule fois, de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Une lettre de 3 lignes. « J'espère que tu es heureuse. Tu as eu ce que tu voulais. Je ne te pardonnerai jamais. » Je n'avais pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Le fils que j'avais aimé était mort le jour où il avait décidé de tuer pour de l'argent. L'homme qui était en prison était un étranger qui portait son visage. Parfois, allongé dans mon lit au drap en lin blanc, dans cette chambre qui sentait la lavande et non plus l'angoisse, je repensais à cette phrase que Cédric avait écrite dans ses messages. Ma mère, une vieille couturière qui ne comprend rien à rien. Il avait raison sur un point. J'étais une couturière. Toute ma vie, j'avais raccommodé, rafistolé, réparé ce qui était cassé. Des robes déchirées, des vestes trouées, des boutons perdus. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées. Parfois, il faut avoir le courage de jeter le tissu pourri pour en choisir un nouveau. Aujourd'hui, à 69 ans, je porte du lin blanc au lieu du coton gris. Je bois du champagne au lieu de chicorée. Je dis non au lieu de oui.
Et quand je me regarde dans le miroir de ma salle de bain provençale, je vois enfin la femme que j'aurais dû être depuis longtemps. Ils pensaient que j'étais une vieille couturière qui ne comprenait rien à rien. Ils ont découvert que j'étais une mère qui comprenait tout, y compris quand il était temps de sauver une vie en sacrifiant un fils.